Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser le dossier SEB SA. Je rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action SEB. On voit qu'on est dans un niveau médian sur 10 ans. Voilà, ou à 86 €. Le plus haut a eu lieu en 2021 à 145 €. On est quand même bien plus bas. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On regarde ça. En médiane, on est sur une croissance de 5%, ce qui est honorable, à peu près un peu plus que le PIB mondial. C'est un groupe quand même assez diversifié au niveau géographique. On voit qu'on est quand même sur 2 années moroses en termes de chiffre d'affaires, avec une croissance en 2022 de moins 1,2% et en 2023 une croissance légère de 0,58%. Le groupe a souffert du Covid comme beaucoup d'autres groupes. Voilà, on est sur quelque chose de cyclique. Le groupe est très exposé à la Chine de mémoire, donc il peut aussi souffrir de ce marché qui est en très net ralentissement, et en plus c'est très orienté consommateur particulier, donc ménage, donc ça peut le pouvoir d'achat de ces consommateurs, notamment sa baisse, peut faire en sorte que le marché ralentit. On voit que le groupe a aussi régulièrement fait des acquisitions sur les 10 années qui ont précédé. On voit qu'on est sur 2,3 milliards d'acquisitions sur 10 ans, ce qui explique une part de cette croissance également. Donc à mon avis, on est quand même sur un marché mature. On continue l'analyse avec les taux de marge. Donc le taux de marge brut est à 12%, 11,5%, auprès de la médiane. On voit que ça fluctue pas mal, hein. Il n'y a pas de stabilité du taux de marge, mais bon, c'est en même temps, je pense que SEB a subi beaucoup le prix des intrants pour fabriquer ses produits. On voit que par contre le taux de marge d'EBITDA est très proche du taux de marge brut, donc il y a une très très bonne efficience opérationnelle et quasiment pas de déperdition entre la marge brute et la marge opérationnelle, avec la marge opérationnelle. Donc là on est plutôt pas mal, et en taux de marge nette on est quand même sur un niveau honorable pour l'industrie, j'entends, parce que c'est quand même en absolu pas un niveau très élevé, mais on a 5%, la médiane est à 4,5%, donc finalement il y a un bon savoir-faire du management qui opère dans un secteur qui est quand même pas facile. Donc là-dessus on est peut-être sur une société qui est quand même bien gérée, en tout cas c'est ce qu'on peut voir au niveau des marges. On continue sur l'analyse de la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est bien. C'est bien si il s'agit si le groupe continue à dépenser un capital autant que nécessaire, mais on voit que le marché ralentit un peu, donc il peut y avoir moins besoin de dépenses en capital. On voit qu'en fait il y a plus de dépréciation que de dépenses en capital sur la période, mais ça explique pas tous les cas, donc il y a d'autres dépenses non cash éventuellement dans le bilan. Donc là il y a 2 milliards ici, donc il faut aller creuser dans les tableaux de flux de trésorerie, voir comment s'explique cette différence. En tout cas le décalage entre les bénéfices nets et free cash flow est à l'avantage des actionnaires, puisque les free cash flow sont plus élevés, et donc si on veut valoriser l'entreprise, il vaudra mieux le faire avec les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, s'il n'y a pas de dette, parce que le free cash flow représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Alors, on continue avec la rentabilité opérationnelle. C'est honorable ce qu'on voit, on est sur la médiane, disons à 9,25%. Donc ça veut dire qu'en théorie, l'entreprise pourrait autofinancer sa croissance à ce niveau-là, et comme le marché n'est pas en forte croissance, dernièrement, tout le surplus de cash, on peut le reverser aux actionnaires, ou faire des acquisitions, éventuellement. Donc on continue l'analyse. Est-ce que le groupe est endetté? On voit qu'on a 2,440 milliards de dettes, qui représentent quand même plus de 2 fois les EBITDA, donc c'est pas un niveau inquiétant, mais c'est quand même un niveau qui est assez lourd en termes de dettes. Ça doit peser sur le groupe, ne serait-ce que à cause des frais financiers, des paiements des intérêts. Donc il faut voir l'allocation du capital du management, est-ce qu'il vise à désendetter le bilan ou pas. Voilà, après rien d'inquiétant, à mon avis ça devrait baisser sur les prochaines années. Et on voit qu'on est à 4 fois les free cash flow, donc rien d'inquiétant, rien d'inquiétant sur ce niveau de dette là, surtout s'il continue s'il commence à bien diminuer. Alors, on continue l'analyse. Est-ce que on est content qu'on est actionnaire de SEB en termes de retour à l'actionnaire? On voit qu'on était sur un dossier dividende croissant. Paf, il y a eu le Covid. On a coupé une partie du dividende, et puis ensuite on a récupéré un petit peu, puisqu'on est un peu plus haut que la trajectoire médiane ici, enfin la trajectoire qui était prise là. On voit que ça fluctue pas mal depuis quelques années, donc pas de certitude sur le niveau du dividende. On voit qu'on est à 150 millions de dividendes sur une market cap de 4,730 milliards. À mon avis, ils sont un peu pas un grand dividende. Je calcule le rendement tout de suite, ça nous donne du 3%. Bon, ça va. C'est quand même un niveau qui est correct. On est plus sur un dossier de croissance. On commence sur un dossier rendement.
et ce qui est bien, c'est que le dividende est bien couvert par les free cash flow. Comme d'habitude, si on voit que c'est un peu fluctuant les free cash flow, donc on va peut-être, vaut mieux prendre une médiane des free cash flow qui est à 400 millions, donc on est à la moitié de la médiane des free cash flow. Donc là-dessus, il y a de la marge pour augmenter le dividende, et je pense que le management va continuer à l'augmenter. Donc ça c'est plutôt bon. En termes de rachat d'actions, on voit qu'il y a eu sur 10 ans on a été dilué en tant qu'actionnaire, donc ça c'est pas bon. Par contre, on a sur ces derniers trimestres des rachats d'actions. Donc après c'est pas très grand hein, comme dilution, il faut faire gaffe à l'échelle ici, peut-être que ça c'est tout simplement de l'actionnariat salarié, mais le dividende aurait pu au moins neutraliser ça, et c'est ce qui semble se faire depuis quelques trimestres. Quelle est l'allocation du capital? Est-ce que le management vise à racheter les actions ou pas par la suite, de manière structurelle? À voir dans les communications du management. Et est-ce que la valorisation mériterait que le groupe rachète ses actions? On va regarder ça en valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'on est sur un groupe qui est endetté. Et on voit qu'on a quand même 30% de décote par rapport à la médiane 10 ans. Donc là-dessus, est-ce qu'on peut prendre la médiane 10 ans, sachant que ça inclut beaucoup de croissance en Chine et compagnie, alors que le profil du marché a quand même pas mal changé? Soyons plus prudents, on peut prendre une médiane 5 ans. La décote est un peu moindre, il y en a toujours une, donc voilà, 20-25% de décote, donc intéressant quand même à regarder. Conclusion du dossier SEB. À mon avis, c'est intéressant pour avoir un bon dividende qui commence à être confortable et qui est bien assuré, et pour avoir potentiellement une reprise du marché chinois un de ces jours. En tout cas, il y a une décote sur les multiples de l'entreprise, donc il n'y a pas trop de risques sur ce dossier. Comme d'habitude, c'est pas un conseil d'investissement. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne et dites-moi ce que vous pensez du groupe en commentaire. À bientôt.